l'émission Le Quai Savoir sur France Culture. Mais je ne tiens pas tellement à être heureux. Je préfère encore la vie. Le bonheur, c'est une belle ordure et une fausse vache, il faudrait lui apprendre à vivre. Il n'est pas du même bord, lui et moi, et j'ai rien à en foutre. Je n'ai encore jamais fait de politique parce que ça profite toujours à quelqu'un. Et le bonheur, il devrait y avoir des lois pour l'empêcher de faire le salaud. Seulement, comme je le pense, j'ai peut-être tort. Mais c'est pas moi qui irai me piquer pour être heureux. Merde. Tout m'inspire, André Guillaume. Sorti de Momo, le merveilleux Momo de Résine Bonsoir, de Romain Gary. Alors, on ne sait pas s'il parle du bonheur ou de l'héroïne. Les enfants. Oh, j'ai l'impression que le bonheur a été exclu de la vie, puisqu'on voulait en faire une performance, un idéal à tout prix. Ouais. Et de fait, c'est ce qui se passe quand on cherche artificiellement le bonheur. Regardez cette table. Outre le parapluie et la machine à coudre qui en font une table de dissection, on a ici une série de recettes possibles que vous trouvez pour le bonheur, Luc, naturellement, le bonheur en solo, le bonheur par la philosophie. 25 recettes pour être heureux. 25 recettes pour être heureux. C'est le mot de recette qui pose problème. C'est le mot de recette. En quoi? À mon sens, le bonheur n'est pas un idéal moral autonome, c'est-à-dire qu'on a voulu en faire un modèle de pratique, un idéal auquel il faudra se soumettre. Ce n'est ni efficace, ni moralement justifiable, à mon sens. Efficace? Peut-être. Alors, peut-être que ceci, c'est-à-dire les outils des bonheurs artificiels. On parle de plaisir artificiel, on peut parler aussi de bonheur artificiel. L'outil d'un bonheur artificiel est plus efficace, en tout cas, à courte vue, à court terme. Et on devrait réfléchir sur le fait que ce genre de bonheur-là n'a pas disparu, malgré l'existence des recettes pour être heureux. Ouais. Ça veut dire, à mon sens, que le fait même d'avoir fait du bonheur un idéal absolu et autonome, ce qui ne fonctionne pas, à mon sens, eh bien, a conduit l'humanité à se tourner vers ce genre de choses. Si le bonheur, comme idéal absolu et autonome, ne fonctionne pas, est-ce que cela vient du fait, question simple, que nous avons, si par exemple, les 25 recettes pour être heureux, même sous François Hollande, hein, ça c'est le sous-titre, ne fonctionnent pas? Est-ce que ça ne vient pas du fait que nous sommes différents, vous et moi, et que comme le dit Kant, le bonheur, c'est l'idéal d'un sujet empirique, c'est l'idéal de l'individu que vous êtes, qui n'est pas l'individu. Je nous n'avons pas, vous et moi, la vérité du bonheur. C'est aussi parce que c'est subjectif, mais à mon sens, c'est d'abord parce que ce qui fait du bonheur un idéal moral, c'est la dignité qu'on lui ajoute, c'est-à-dire le fait de se rendre digne du bonheur qu'on éprouve, au sens ancien du terme, Oui. pas seulement le bonheur comme tel. Je crois que le bonheur n'est pas... Les philosophes ont toujours recherché le bonheur, avec la recherche de la vérité, de la liberté et de la justice. Le fait de faire du bonheur un idéal en soi absolu et autonome, qui me semble absurde. Mais les philosophes ont toujours recherché le bonheur, et en même temps, les eudémonismes, ce qu'on appelle les eudémonismes, les philosophies du bonheur, disons, on se postule tout à fait étrange et en apparence paradoxale, enfin, fonctionne de façon paradoxale, puisque leur postulat est toujours désespérant. Quand on aura dit carpe diem, profite de la journée, profite de seize the day, comme disait le professeur Keating dans le cercle des poètes disparus, carpe diem, jouis de l'instant présent. Si Horace le dit, c'est parce que ça ne va pas durer. C'est très triste, c'est la pédienne. C'est parce qu'il y a une petite voix à l'oreille qui lui dit des choses, ça ne va pas durer. Et ça coûte du monde et ça coûte des autres. Bachelard le dit, je ne sais plus dans quel texte, que l'instant est un moment de solitude. Faire de l'idéal du bonheur, le fait de profiter de l'instant présent et du présent comme tel, c'est le réifier, ça me paraît une illusion absolue. C'est forcément dans la durée que l'on s'inscrit, qu'on peut inscrire le bonheur et en se tournant vers les autres. Ce qui veut dire que si le bonheur s'inscrit dans la durée, ça veut dire que si bonheur il y a, le bonheur est une construction. C'est plus que le fait de recevoir, parce qu'on pourrait tout à fait imaginer que, je ne sais pas, vous gagnez au loto, ou bien vous êtes un grand drogué et on vous donne une dose magnifique, et vous êtes heureux, vous vous sentez heureux, mais c'est un bonheur qui dépend d'autre chose. Les stoïciens nous ont appris à distinguer ce qui dépendait de nous de ce qui ne dépendait pas de nous, et de vouloir peu à peu, par
réflexion petit à petit à ce qui pouvait dépendre de nous. Mais le fait de croire que le bonheur est de l'ordre des événements qui pourraient nous arriver, en plus, sur le plan moral, me paraît injuste, parce qu'alors, certains pourraient en être frappés, pas d'autres. Mais, pardon, c'est comme ça que ça se passe. Il y a certaines personnes sont heureuses, d'autres ne le sont pas, parce que certaines personnes, aussi, sont plus favorisées par la vie que d'autres. Le problème, c'est de valoriser, Oui. et de faire du bonheur, de ce bonheur-là, un idéal moral, voire politique. Or, il me semble que les gens malheureux, dans ce sens-là, seraient frappés deux fois. Une fois par le bonheur et une fois par la solitude. Celui dont le bonheur dépend d'autre chose que lui-même s'expose in fine à être malheureux. À être malheureux. Et en plus, faire de ce modèle-là un modèle a priori indépassable, on court droit vers l'injustice. Alors, il est facile de dater cette image, puisque c'est la finale de la Coupe du Monde France-Brésil. Nous sommes ici dans la tribune présidentielle, on est donc en 98, président de la République d'alors, Jacques Chirac. On est ici avant toute chose, enfin, pendant une action, tout le monde est anxieux. On voit ici Platini, le prince Albert, qui est ici. Bref, tout le monde est concentré, requis par ce qui se passe. Comme vous le savez, l'épilogue de cette finale est heureux. Et il a été heureux 3 fois. On a mis 3 buts aux Brésiliens. Bien. Et voici comment le président de la République réagit à chaque fois que la France marque. Si on joue au jeu des erreurs de cette image et celle-là, on s'aperçoit qu'une chose a changé, André. Les lunettes. Les lunettes. À chaque fois que la France marquait, le président de la République, hurlant sa joie, prenait soin, avant d'être submergé par son bonheur, d'enlever ses lunettes. C'est-à-dire d'obéir en faisant au conseil d'un politique qui lui dit, Monsieur le Président, si la France marque et qu'on vous voit exulter, vous devez vous montrer sans lunettes. Qu'est-ce que ça dit sur le bonheur, sinon qu'il est ici contrefait? Ça m'inspire beaucoup de choses. On a beaucoup parlé de la conscience malheureuse. Et là, si on évoquait la conscience heureuse, moi je me poserais une question. Est-ce que la conscience heureuse est constituante ou constitutive d'un État, ou est-ce que la conscience heureuse est constituée? Dans ce sens-là, on court le risque de la mauvaise foi. Qu'est-ce que vous entendez par conscience heureuse constituée? C'est très important. La conscience heureuse constituée, ce serait alors le résultat d'une réflexion, d'une décision. Décidons-nous d'éprouver le bonheur ou de le manifester. Et éprouver et manifester le bonheur, c'est vraiment la même chose. Est-ce que le bonheur est séparable de sa manifestation? Est-ce que si cet homme-là avait les mains attachées dans le dos, vraiment pas dans le dos qui est le sien, si on le privait de pouvoir exprimer le bonheur qui est le sien, l'éprouverait-il de la même façon? Je crois que comme dans l'amour, une grande part du bonheur exprimé le fait exister. Est-ce qu'on pourrait être sûr d'aimer, par exemple, si on est incapable de dire je t'aime? Est-ce qu'on pourrait être certain d'être heureux si on ne pouvait pas manifester le bonheur? Mais donc le bonheur est inséparable de sa manifestation, mais ce que nous dit ici la manifestation du bonheur, c'est qu'il y avait en amont de cette manifestation un temps de latence extrêmement bref, quasiment imperceptible, et pourtant, c'est celui aussi du monde entier. 2 milliards de gens ont pu voir le président de la République française enlever ses lunettes avant d'exulter. Personne n'y a fait attention. Rares sont ceux qui ont fait attention à cela. Mais ça veut dire qu'en amont du bonheur sien, il a conscience aiguë du fait qu'il est Monsieur, ce qui pose la question de la sincérité. Voilà. Et de la mauvaise foi potentielle du bonheur. Sincérité ou sincérisme, puisqu'il joue ici le rôle de l'homme sincèrement heureux. Mais on est donc ici dans l'insincérité. Dans l'insincérité ou peut-être dans le sérieux du bonheur. C'est-à-dire qu'il y a une manière sérieuse d'exprimer le bonheur avec les bras en l'air, avec tout ce qui va accompagner l'exultation. Tout l'attirail, tout l'appareil, tout l'appareil du bonheur. Ouais, à l'opposé de Platini, qui me semble comme un enfant, ne pas surjouer le bonheur, en tout cas le vivre au premier degré. Et alors, on peut poser autour du bonheur la question qui se pose avec le deuil. Quand on a un grand deuil, il arrive parfois que, quelques temps qu'on a une obsèques de personnes qu'on aime, un grand deuil, il arrive qu'on se sente d'une certaine manière étranger à l'émotion qu'on est censé éprouver, alors on l'éprouve. C'est ce qui a valu à l'étranger de Camus d'ailleurs d'avoir la tête en pleurs. Enfin, en tout cas d'être condamné à mort, puisqu'on l'a accusé de n'avoir pas pleuré à l'enterrement de sa mère. Donc, il arrive en cas de deuil qu'on se sente en décalage par rapport au spectacle qu'on devrait donner de soi-même. Ce qui est bien naturel, c'est une note de défense. Le bonheur, c'est pareil. Là, il est obligé d'être heureux. Il est obligé d'être heureux dans le rôle
rôle qui est le Et tien. oui, il me semble que dans le deuil, c'est dans le moment où on doit exprimer le triste événement, où on pose des questions sur le disparu, que la tristesse commence à s'exprimer. Et ici, c'est peut-être dans le rapport aux autres, ou à autrui, que la manifestation du bonheur devient une exigence. Et alors une exigence sociale. Parce que j'ai pas compris tout à l'heure ce que vous disiez quand vous disiez qu'au fond, il me semble, hein, je ne peux pas faire penser que le bonheur était inséparable de sa manifestation. Mais ici, c'est la manifestation du bonheur qui renseigne sur le fait que, au fond, le bonheur est contrefaire en être éprouvé. Si je vous suis, est-ce que ça veut dire qu'à force de contrefaire le bonheur, on finit par le sentir? Ah non, oui, je vois ce que vous Vous voyez ce que je veux dire? Oui, très bien. En force de feindre la façon Pascal. Vous voulez avoir la foi? Agenouillez-vous et priez. Je pense qu'il y a trois domaines qui échappent à la construction absolue. L'amour. C'est le bonheur dans l'amour, le bonheur dans l'art et le bonheur dans la foi, à mon sens qu'elle soit politique ou religieuse. Et à un moment donné, il faut bien ressentir les choses très profondément pour pouvoir les exprimer ensuite. Ce que je veux dire, c'est que le fait d'exprimer le bonheur, excusez-moi, je me suis trompé de chemin, c'est pas grave, c'est un plan séquence, on ne peut pas couper. C'est quand même significatif d'ailleurs que je me trompe de chemin à l'instant. Que je me fasse monter les escaliers dans une émission sur le bonheur. Comme chacun sait, le bonheur, c'est de monter les escaliers. Dans l'attente. Oui, dans l'attente, dans la patience peut-être. Alors justement, c'est important. Le bonheur est-il dans l'instant qui précède la réalisation de ce qui est censé nous apporter le bonheur, ou est-ce que le bonheur est contemporain de cette réalisation même? Parce qu'on a vu que quand on s'inquiète, Ah oui, c'est comme un enfant. Ça ne m'étonne pas d'ailleurs que les grands supporters vont comme un enfant, puisqu'un enfant vit Noël avant de recevoir ses cadeaux, on le sait bien, comme l'amoureux vit la rencontre en imagination, dans la mesure où il anticipe en permanence. Le désir est impossible sans imaginaire. Et le bonheur, dans ce sens-là, accompagne la vie dans le sens qu'on est à chaque fois capable de l'anticiper. qu'est-ce que vous répondez à Schopenhauer qui dit que la vie est une oscillation permanente entre la souffrance et l'ennui? La souffrance du manque et l'ennui de la possession. Et qu'il n'y a donc pas de bonheur, ou alors le bonheur est infiniment fugace dans la mesure où il est ce point de bascule où nous passons provisoirement de la souffrance au comblement, du manque au comblement, et de la souffrance à l'ennui. Au fond, le bonheur est insaisissable. Je crois qu'il décrit un état. Il énonce pas une valeur. Il ne décrit pas un idéal. Il décrit la condition humaine telle qu'elle est, comme Pascal a pu le faire par ailleurs. C'est vrai qu'on est aussi entre la souffrance de l'ennui et puis la souffrance, au fond, du désespoir de l'attente. Mais si l'attente est un désespoir, où est le bonheur? On peut être dans une attente heureuse. Il y a une attente heureuse aussi. L'attente heureuse de l'enfant qui attend son père et qui sait qu'il va le rencontrer, par exemple. Ou c'est aussi l'attente amoureuse, qui, juste avant la rencontre, ou juste avant le baiser. On va y venir, le baiser d'Adèle, le baiser d'Adèle et de Léa en l'occurrence, puisque c'est une image, un extrait, un instantané littéralement de la vie d'Adèle. Juste avant d'y venir, Schopenhauer encore, qui paradoxalement le plus pessimiste des philosophes, l'un des plus pessimistes, mais aussi un excellent penseur du bonheur. Toute satisfaction, ou en général ce qu'on nomme bonheur, n'est au fond et en vérité qu'une chose toute négative. Ce n'est pas une satisfaction vraiment d'elle-même, mais elle doit toujours être la satisfaction d'un désir, car le souhait, le désir, donc le manque sont a priori la condition de chaque jouissance. Le désir, une fois apaisé, c'est pas, c'est par suite la jouissance. C'est pourquoi la satisfaction, le bonheur, ne peuvent jamais être davantage que la libération d'une douleur, d'une misère. Autrement dit, là maintenant on n'est pas particulièrement heureux, mais si on avait eu la migraine juste avant, et qu'on y avait plus maintenant, C'est le soulagement, voilà. Pour prendre conscience du bonheur qu'on éprouve. Il n'y aurait donc pas de bonheur sans le souvenir d'une douleur qui le précède. Mais Évidemment qu'il est trouvé. dans ces conditions, on va Non, il a besoin d'imaginaire pour se réaliser, comme tout projet, comme un idéal politique, un engagement. Mais il a besoin d'imaginaire. quelle est la part imaginaire ici? Puisqu'on a vu que le bonheur, c'était, si j'ose dire, de monter les escaliers, c'est-à-dire de ne pas être encore arrivé. Donc le bonheur est contemporain d'une attente douloureuse pour sa réalisation. Ici, on est un espace et temps limité. On est indéfiniment en amont du désir. Le bonheur est-il là ou à l'instant où les lèvres se joignent? Je trouve qu'il y a deux choses. Il y a d'abord l'impatience
qui précède le baiser peut être infini. C'est l'infini concentré dans du présent. Et il y a également l'imaginaire qui intervient dans le sens où on n'embrasse jamais une partie d'un corps d'un autre. C'est le corps tout entier qui est embrassé. Il faut bien faire exister l'autre comme totalité, comme corps, comme être, corps et âme. C'est corps et âme qu'on embrasse, c'est le corps et âme qu'on est embrassé. C'est jamais une partie de soi. Et ça, c'est dans l'imaginaire que ça existe. C'est ça qui rend. Mais, quand, par exemple, dans la recherche du temps perdu, c'est dans l'ombre déjà dit dans Fleur, Alberti, le narrateur qui écrit, de sa vie et lui dit retrouvez-moi dans ma chambre. Le temps qui précède, où il se forge par l'imagination et le moment de la retrouvaille, est un temps glorieux, il est très heureux. Mais là où quand les choses sont précises, ça se complique un peu. Et Proust qui excelle à dilater à l'infini l'instant d'attente, on passe quelques pages, quelques longues phrases, à décrire tout ce qui prouve le narrateur et tout ce qu'il se représente à mesure qu'il s'approche à chaque pas qu'il fait vers la chambre d'Alberti. Jusqu'au moment où il se penche sur elle, parce qu'elle est dans son lit, il se penche sur elle pour l'embrasser, et évidemment c'est comme tout ça qu'elle avait dans son frère, et là, tout se brise. Mais c'est cet infini contenu dans l'instant qui précède, qui mérite d'être étudié, parce que d'un point de vue chopinien, c'est un moment de douleur. C'est un moment de douleur, et en même temps, c'est toujours ce moment-là qu'on recherche, si vraiment, parce que cette douleur était à fuir, les êtres humains ne passeraient pas leur temps à chercher à les vivre dans ces instants. C'est quand même des instants qui donnent une intensité à l'existence. Parce qu'une existence dans laquelle, ou dans les existences dans lesquelles il n'y aurait pas ces instants-là, ce seraient des existences vides. Mais par exemple, mettons que on ferme les yeux quand on s'embrasse, elle en tout cas, ferme les yeux quand elle s'embrasse, comme on reçoit une offrande, comme on reçoit, vous savez, c'est dans la recherche du temps perdu, elle a posé sa langue dans la bouche comme un quotidien. Donc c'est, bien sûr, elle attend quelque chose. On peut imaginer qu'elle se représente le bonheur qui sera le sien. Et au fond, le bonheur qu'elle éprouve est dans le futur. Perpétuellement dans le futur, jusqu'au moment du baiser, où alors le bonheur devient déjà un souvenir. Et c'est vrai, mais c'est vrai de tous les instants que l'on vit. Pas seulement du baiser, c'est vrai de tous les instants que l'on vit, puisque, au fond, l'être humain ne peut pas se concentrer dans le présent. Dès qu'on veut vérifier le présent de l'instant et s'y concentrer, on se projette en permanence sur le futur. Mais le futur amoureux est un futur qui peut être ou dans la douleur, ou sur la douleur, ou dans l'instant délicieux. Reste que le bonheur est constamment sur la brèche, enfin, il est sur la brèche, il est dans cet intervalle, dans ces conditions. Est-ce qu'on peut le construire? Est-ce que ça se construit? Je pense que ça se construit à condition de se libérer de certains modèles du bonheur comme réussite, comme performance, qui nous excluent des autres, qui nous isolent des autres. Et ces performances, on les retrouve dans l'école, dans le sport, dans l'entreprise, dans la culture, c'est-à-dire tous les domaines de la vie. Allez-y. Et ça me semble catastrophique. Qu'est-ce qui vous semble catastrophique? Catastrophique de faire du bonheur une norme sociale qu'on doit suivre à travers la performance, ce que j'appelle la conso-performance, c'est-à-dire je suis ce que je possède, je suis ce que j'ai, et je vais écraser de mon bonheur le malheur des autres. En vertu d'une réduction du bonheur au bien-être. En vertu d'une réduction du bonheur au bien-être. Le bonheur, c'est le confort. C'est le confort. Le bonheur, c'est on est tranquille, on est au volant d'une voiture, on fume une cigarette, on écoute Sixto Rodriguez, on est tranquille, on est heureux. Voilà. Mais en tant que tel, ça peut être dans une forme d'innocence. Ouais. Donc, moi, je ne vois rien à dire. Ce qui me gêne, ce qui peut être extrêmement troublant, c'est de faire de ce bonheur un idéal absolu qui se moque des idéaux, qui se moque du bonheur que l'on pourrait rechercher pour les autres et avec les autres. Ce qui me gêne, c'est le bonheur sans la vérité, sans la justice, sans la liberté. C'est pas le bonheur comme tel. Tous les philosophes, je l'ai dit tout à l'heure, ont voulu le bonheur depuis les origines. Ce qui me gêne, c'est de faire du bonheur un idéal à part entière. Donc on voit bien que non seulement ça ne marche pas, mais que moralement parlant, eh bien c'est très discutable. Parce qu'au fond, ça conduit à quoi? Ça conduit à une société dans laquelle on tourne l'individu sur lui-même et on le définit par ce qu'il va produire, en fait, uniquement par ce qu'il va produire. Le bonheur, si je veux. Le bonheur, si je veux. C'est le moment d'ailleurs de faire une petite distinction, quand même. On aurait dû la faire plus tôt, mais entre le bonheur et la joie, puisque le bonheur serait
suspension de la douleur, au fond, une suspension provisoire de la douleur d'exister, sous l'effet du bien-être, et la joie serait au contraire une connaissance pleine et entière de la vie dans ce qu'elle peut avoir même de détestable. Bien sûr. L'école de la joie est une école qui ne tourne pas le dos à ce qui nous est douloureux. Bien sûr. Et le bonheur, c'est surtout quelque chose qui va, un état qui peut être réfléchi en acceptant, non pas le malheur comme un destin, mais le malheur contre lequel on peut se révolter, en changer de chemin sur lequel on peut se révolter. Regarde, pardon, je ne peux pas vous interrompre, mais enfin, il n'y a pas de hasard, comme on dit. Regardez, voici l'affiche d'un film. Sophie Marceau, Gad Elmaleh, un bonheur n'arrive jamais seul, vous l'avez vu? Moi non plus. Mais c'est le titre qui est quand même édifiant. Vous avez dit, vous ne cessez de critiquer dans le bonheur ce qu'il peut avoir d'égoïste, d'infirme et d'égoïste. On peut prendre vous inscrire ce livre. On peut le prendre en deux sens, d'ailleurs. Le bonheur n'arrive jamais seul, n'arrive jamais lorsqu'on est seul. Lorsqu'on est tout seul, on n'arrive jamais tout seul, il en engendre un autre. Oui, bien sûr. Mais en l'occurrence, prenons-le au sens où un bonheur n'arrive jamais tout seul. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un homme qui est heureux tout seul et dans la misère, qu'est-ce que... Parce que vous avez un argument moral. Mais ça lui fait une belle journée aussi qui est heureux, l'argument moral. Quand on est heureux, on s'en fout. Quand on est heureux et qu'on regarde la télé des gens qui meurent de faim, par exemple, ça ne nous pas l'appétit. Oui, mais sauf que c'est jamais l'argument moral. Il peut très bien se dire après tout, qu'importe l'argument moral, et en même temps l'argument moral se donne généralement, le bonheur se donne comme un idéal moral pour tout le monde, universel. C'est une norme sociale, c'est pas seulement un idéal de réussite personnelle, c'est un idéal communautaire, on va juger et valider les actions des parents. D'accord, mais alors imaginez que quelqu'un dont le bonheur lui rend la vie digeste. Oui. Un petit peu heureux, un type qui a quelqu'un qui a la bonne vie. Il a la bonne vie, il est content. Il rentre chez lui, il va donner le service. Il va de confort en confort. La question de savoir s'il mange à sa faim ne se pose pas pour lui. Il est heureux. Est-ce que cet homme-là, par le bonheur qui est le sien, ne se donne pas, c'est un argument aussi, les moyens de contribuer, mais plus par satisfaction, par égoïsme, même pour se donner bonne conscience, de contribuer au bonheur d'autrui? Est-ce qu'on n'est pas plus efficace pour rendre les gens heureux quand on est heureux soi-même, ou quand on est satisfait soi-même? Oh, je pense qu'il faut s'occuper également de soi. C'est l'homme qui le dit, ne pas être heureux. Le bonheur n'est pas un idéal, mais ne pas être heureux est une grande tentation d'enfreindre ses devoirs. Je le pense dans le sens où il faut être solide pour pouvoir s'occuper des autres. Michel, solide, solidaire. Voilà. De toute façon, pour pouvoir être engagé, il faut déjà être solide. Mais on s'engage et on est libre et on se libère en libérant les autres, en se projetant avec les autres. Et pas en se coupant du monde avec le cynisme qui peut devenir à la fois une tentation et un modèle de relation à autrui. Vous vous souvenez de la peste de Camus? Oui. Dans la peste de Camus, il y a ce personnage de Rambert, le journaliste. Alors, dans Rambert, au début, il est là par hasard, il n'est pas au rang par hasard. Et il décide d'en partir, il est en quarantaine, il ne peut plus sortir, il est coincé. Alors au début, il essaie de sortir de toutes les façons possibles, puis il échoue. Et puis à un moment, Rieux, qui est donc le chef des médecins, qui est le narrateur, lui dit, mais moi je vous comprends, alors qu'il est censé lui-même garder garantir la quarantaine. Rieux lui dit, mais moi je vous comprends, il n'y a pas de honte à être heureux. Et Rambert, trouvant un moyen de sortir, décide de ne pas le faire, en faisant valoir que s'il n'y a pas de honte à être heureux, il peut y avoir de la honte à être heureux tout seul. Oui, c'est cet aspect universel moi, qui me plaît. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, même Meursault dans l'étranger, il se rend heureux dans la mesure où il est révolté, et il se réveille avec des étoiles sur le visage. Par exemple, eh bien, il voudrait qu'on l'accueille, il écrit de haine. Il y a dans la révolte quelque chose qui va étranger, il y a quelque chose qui va rendre digne, qui va nous rendre digne du bonheur, même si l'argument de la vie ne s'impose pas comme tel. Je crois au départ, c'est pour ça qu'il est très important de dire que le bonheur, faire du bonheur un idéal absolu, c'est ni efficace, ni moralement souhaitable. C'est pas moralement souhaitable parce qu'à mon sens, c'est destructeur de l'humanité, mais c'est pas efficace d'abord. Si c'était efficace, ça suffirait. Pour besoin de d'écrire des livres sur le bonheur, avec des recettes, ça marche. Oui. Ça serait efficace, ça finit. De sorte que le bonheur n'est efficace que s'il ne se vit pas comme un idéal. Qui aussi ne se vit pas comme un idéal, et certainement pas comme un idéal seul. Quand vous dites pour en finir avec le bonheur, c'est pour en finir avec le bonheur comme idéal. Comme idéal solitaire et individualiste. Comme idéal. Et donc, le bonheur comme idéal solidaire, ça vous va? Ah oui, ça me va très bien. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Le bonheur est un idéal solidaire sur lequel on dit attention, allez-y.